Camille va bientôt fêter ses 5 mois. Il est en pleine santé, mais revient de très loin. Né prématurément à 25 semaines de grossesse à Legnica, dans l'ouest de la Pologne, il souffrait de nombreuses malformations. Au 10e jour, son état était jugé critique. Le muscle du cœur et le rythme cardiaque étaient très faibles. Ensuite, ses reins ont quasiment cessé de fonctionner. En 3 jours, Camille a produit 50 ml d'urine alors qu'il a absorbé 450 ml de liquide. Il a souffert d'œdèmes monstrueux. Les méthodes de soins traditionnels n'ont rien donné. Camille a donc été branché à un rein artificiel. Cet appareil pompe le sang du patient, le filtre et le renvoie ensuite dans les veines. En général, ce traitement est utilisé pour des nouveau-nés pesant au moins 3 kg. Camille, lui, pesait 820 grammes. Camille est le plus petit bébé au monde à survivre grâce à cette méthode. Cela a déjà été tenté avec des enfants aussi petits, mais aucun n'a survécu. L'histoire de Camille émeut particulièrement Jurek Owsiak. En 1993, après la chute du communisme en Pologne, cet ancien journaliste a fondé une organisation humanitaire qui récolte une fois par an des fonds pour acheter du matériel médical. Il y a 3 ans, il a offert à l'hôpital de Legnica le rein artificiel qui a permis de sauver Camille. En 23 ans, son association a récolté environ 160 millions de dollars. Les standards médicaux établis à l'époque du socialisme en Pologne étaient loin d'égaler ceux de l'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, cela a changé. Les services, notamment pédiatriques, sont très bien équipés, mais les médecins veulent toujours aller plus loin et les ONG peuvent les aider. Après 5 mois passés à l'hôpital, Camille va enfin pouvoir rentrer à la maison. C'est un miracle ce qui s'est passé, un miracle. Quand je repense à sa naissance et que je le vois maintenant, c'est le jour et la nuit. Ce qu'on a vécu en tant que parents, c'était tragique. Cela ne peut pas se raconter, il faut le vivre. Sur les 10 bébés qui ont bénéficié du rein artificiel à l'hôpital de Legnica, 5 ont survécu. L'histoire de Camille et son happy end donne l'espoir aux médecins d'en sauver encore plus à l'avenir. À la mi-février dernier, le corps mutilé d'un bébé albino s'était découvert en Tanzanie, relançant les craintes d'une population persécutée. Les albinos sont relativement nombreux dans le pays, une naissance sur 1400 contre une sur 20 000 en Occident en raison des mariages consanguins. À l'approche des élections générales d'octobre 2015, Josepha Turner redoute un regain de violence. Il y a des gens qui pensent que, parce qu'ils vont utiliser des organes ou du sang de personnes atteintes d'albinisme, ils vont gagner les élections. C'est un peu comme s'ils pensaient que ça leur porte chance. Les membres amputés des albinos se négocient plusieurs centaines de dollars. Bébés mutilés, enfants attaqués, de nombreux albinos sont victimes de violences et certains sont contraints de quitter leur village pour venir se réfugier en ville. J'étais dans mon village quand un type m'a menacé avec un couteau de brousse. J'ai décidé de rejoindre des amis ici, à Dar es Salaam, mais je n'ai pas de job, rien à faire de mes journées. Après avoir annoncé mi-janvier l'interdiction de la sorcellerie, les autorités tanzaniennes ont arrêté près de 225 sorciers dans le nord du pays. Mais la lutte contre les sorciers ne suffit pas, les albinos subissent aussi quotidiennement la discrimination. Ils ont un accès limité à l'éducation, au mariage et à l'emploi. Vous pouvez tenter de postuler dans l'administration ou dans le secteur privé. Vous pouvez avoir toutes les qualifications et l'expérience imaginables, mais vous n'aurez rien à cause des préjugés contre les albinos. Les associations de défense des albinos demandent aujourd'hui un droit à la dignité. Nous voulons vivre comme les autres. Nous ne voulons pas devenir des réfugiés dans notre propre pays à cause de notre couleur de peau. Selon l'ONU, depuis 2006, 75 meurtres d'albinos ont été recensés en Tanzanie. La Palestine est notre pays, annonce clairement cette pancarte. À l'entrée du camp de réfugiés palestiniens d'Ain el-Helwe, au sud du Liban, les va-et-vient sont scrupuleusement surveillés, car certains tentent le départ vers la Syrie pour rejoindre les rangs de mouvements islamistes. Et dans les rues du camp, les signes djihadistes sont de plus en plus visibles, comme ces photos d'Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, et d'Oussama Ben Laden.
Oui, il y a de la sympathie pour le Hamas, pour le djihad islamique, pour les forces islamiques. Il y a aussi de la sympathie pour le Front al-Nosra et certaines personnes sympathisent avec l'État islamique. Nous sommes humains. Nous avons des sentiments et des idées. Ain el-Heloué est un bidonville d'1 km², le plus grand des 12 camps palestiniens du Liban. 55 000 habitants s'y entassent d'après l'ONU, des réfugiés palestiniens arrivés par vagues successives depuis la création d'Israël. Et comme dans les autres camps, les autorités et l'armée libanaise n'y mettent jamais les pieds. Un espace de non-droit où se multiplient trafics et réseaux en tout genre et où prolifèrent les discours islamistes. Les jeunes partent car il n'y a pas de sécurité et de stabilité dans le camp. Ils se jettent vers la mort. Les Palestiniens au Liban n'ont pas le droit de pratiquer de nombreux métiers et vivent en vase clos dans leur camp. Mais pour le général Al-Magdah, chef des forces de sécurité palestiniennes au Liban, le danger vient d'ailleurs. Le nombre de Palestiniens partis en Syrie depuis le Liban depuis 4 ans ne dépasse pas 52 personnes, comparé aux milliers de ceux partis depuis la France, l'Europe ou les États-Unis. La destination naturelle des Palestiniens, c'est la Palestine, pas la Syrie ou le Liban. L'âge de ceux qui sont partis ne dépasse pas 16 ou 18 ans et la plupart ne sont jamais revenus. Mais la montée des islamistes inquiète au Liban. En 2007, face au renforcement de groupes islamistes, l'armée libanaise avait réduit en cendres le camp palestinien de Nah el-Bared au nord du pays et fait des centaines de morts. Sergio vit depuis 2 ans dans ce centre d'hébergement géré par Emmaüs Solidarité, en banlieue parisienne. Ici, il a pu renouer avec des petits gestes du quotidien, tels qu'ouvrir sa boîte aux lettres. Même si on habite dans une association, avoir sa propre boîte à lettres, ça nous donne l'impression d'être vraiment chez nous. Comme la trentaine de résidents du centre, Sergio, ex-restaurateur au chômage, a son studio avec salle de bain et cuisine. Loin des trottoirs de Paris ou des autres structures d'accueil qu'il a connues depuis 15 ans qu'il est en France. On dormait dans des conteneurs, parfois 10 ou 12. D'autres structures qu'on était 3 ou 4 dans une chambre, donc l'hygiène et tout ça, c'est pas toujours évident. Et ici, c'est le top. Le bâtiment a été entièrement rénové il y a 2 ans, des travaux réalisés dans le cadre du plan d'humanisation des centres d'hébergement lancé en 2008. Pour Christine, éducatrice dans ce centre depuis 10 ans, la rénovation des lieux a eu un atout essentiel. C'est l'intimité, c'est le droit à l'intimité, dans le fait aussi bien d'avoir une clé de chambre, de ne pas avoir d'horaire à respecter, de pouvoir manger à l'heure qu'on veut et ce qu'on veut, et de pouvoir recevoir des amis, une petite amie, un petit ami. Voilà, ce droit à l'intimité, c'est la chose la plus importante, c'est un socle sur lequel nous ensuite on va pouvoir travailler en vue d'une insertion sociale. Un droit au loisir aussi, avec une salle de gym, un atelier de création ou un potager dont Didier, en invalidité, s'occupe depuis qu'il est arrivé ici il y a 1 an, après des années en hôtel social. Je préfère cet environnement-là à où j'ai passé, où j'étais avant. Et quand j'ai atterri ici, ça m'a redonné gros espoir. Les personnes hébergées dans le centre versent un loyer équivalent à 20% de leurs revenus. L'hébergement est temporaire et leur situation est réévaluée tous les 3 mois. Paolo, lui, est sur le départ. Il vient de trouver un logement social. Je viens de la rue, 115, tout ça. Maintenant, trouver un appartement, c'est la dernière étage, quoi. J'ai de la maison, j'ai tout. Maintenant, c'est continuer à faire mon boulot, faire ma vie tranquille. Des lieux comme celui-ci font encore figure d'exception. Depuis que le plan d'humanisation des centres d'hébergement a été lancé il y a 7 ans, seules 20 000 places sur 70 000 ont été rénovées. Konstantin Fokolitsa produit des pommes et aujourd'hui cet agriculteur moldave s'inquiète. Presque toute sa production était destinée au marché russe. Mais en juillet, Moscou a imposé un embargo sur les importations de fruits et de conserves moldaves. Une sanction contre la Moldavie, coupable aux yeux de la Russie d'avoir signé un accord d'association avec l'Union européenne. On s'est retrouvés du jour au lendemain avec la récolte dans les champs, soumis à l'embargo.
On a dû chercher des nouveaux marchés, se faire de nouvelles connexions, et cela a pris du temps et a beaucoup pesé sur les prix. Pour Constantine, les revenus ont l'année dernière à peine couvert ses dépenses. Pour l'ensemble de la Moldavie, le pays le plus pauvre d'Europe, essentiellement agricole, les pertes provoquées par l'embargo ont été de 145 millions de dollars, aux frais essentiellement des horticulteurs. Une catastrophe qui s'est doublée d'une dévaluation de 30% environ de la monnaie locale. Alors les fermiers sont descendus dans la rue par milliers pour réclamer un doublement des subventions agricoles. Les producteurs de pommes sont désorientés. Ils ne savent pas quoi faire. Le marché européen s'ouvre difficilement. Puis, ce qui cause problème, c'est le fait que la majorité des variétés de pommiers ont été plantées pour la Russie et ne sont pas connues en Europe. Pour certains producteurs, l'accord de libre-échange avec l'UE, en vigueur depuis septembre, a ouvert une porte. Mais elle reste étroite. Sur une production annuelle de près de 400 000 tonnes de pommes, la Moldavie en a exporté 1% vers l'UE, alors qu'elle vendait la moitié de ses récoltes à la Russie. Mais pour les autorités moldaves, il faut voir plus loin, avec en perspective la fin d'une longue dépendance vis-à-vis du marché russe, très instable. L'effet à moyen et long terme sera positif sur l'agriculture et l'économie moldave, car nous avons appris à investir plus dans la qualité des produits. Chișinău peut aussi compter sur une aide financière de l'UE. Une enveloppe de 64 millions d'euros destinée au développement de l'agriculture qui devrait apporter une graine d'espoir aux fermiers moldaves.